Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Le risque, c'est un danger éventuel, plus ou moins prévisible, qui peut causer un dommage. Nous n'avons pas tous la même tolérance au risque. Certains en ont une aversion profonde, d'autres s'y exposent avec délice. Je suis Armelle Solélac, serial entrepreneuse, investisseuse et double tour du mondiste. Pour cette 6e saison, nous allons explorer les ressorts de la prise de risque avec des athlètes, des entrepreneurs, des investisseurs et des personnalités inspirantes. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre. Cet épisode d'Outdoor Minds vous est offert grâce au soutien d'Above & Beyond, le fonds d'investissement Early Stage, spécialiste des secteurs du tourisme, des sports et des loisirs. Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir un skipper qui a été avant skieur et qui est aujourd'hui mad entrepreneur, c'est Aurélien Ducrot. Bonjour Aurélien. Bonjour Armelle. Alors, j'ai l'habitude de demander à mes invités s'il y avait des signes précurseurs dans leur enfance de ce qu'est devenu ensuite leur vie. Bon, toi, t'as grandi à la Joux. Alors, pour ceux qui sont pas très familiers du pays du Mont-Blanc, grosso modo, c'est juste à côté de Chamonix, sur les bords de Chamonix. Est-ce que tu pourrais nous raconter la manière dont tu t'arrêtais, si on peut dire ça, comme ça, quand tu faisais du vélo à la Joux? Ah, alors en fait, j'avais une particularité, c'est que j'ai toujours été le plus petit de la classe, jusqu'à mes 17 ans où je grandisse d'un coup. Bref, et donc petit, tous les copains à 5 ans, ils ont un vélo, ou à 4 ans, je sais plus à quel âge exactement commence le vélo. Sauf que moi, forcément, mon vélo de 4 ans, il est beaucoup trop grand. Et donc mes petites mains ne peuvent pas atteindre les freins. Et donc la seule manière que j'avais trouvée pour m'arrêter, c'était, on avait un grand plat avec une grande descente dans mon petit village, et en bas de cette descente, il y avait un grand virage et une grande barrière en bois. Et donc je fonçais à pleine balle pour faire comme les grands, quoi. Et j'attrapais la barrière pour laisser filer le vélo et pour m'arrêter tout simplement. Voilà, donc c'était un petit peu en mode casse-cou cette jeunesse. Donc, t'étais un peu en mode on-off par rapport à la vitesse. C'est quelque chose qui t'a, j'ai envie de dire, conduit sur les plus belles pentes du monde, en particulier sur celle du Bec des Rosses. Est-ce que tu peux nous raconter un peu les grandes étapes entre j'arrive pas à freiner sur mon vélo jusqu'à ton premier titre et cette carrière de skieur en freeride qui a été émaillée de sauts entre-temps? Oui, effectivement. Cette carrière, elle s'est construite d'une certaine manière petit à petit et à travers plein de disciplines. Et j'ai pioché de partout pour essayer de devenir le meilleur freerider du monde. Et ce qui a pas trop mal fonctionné. J'ai d'abord grandi à Chamonix en tant que skieur, entre guillemets, skieur alpin dans les clubs des sports et ainsi de suite. J'ai bifurqué doucement. Enfin, je faisais un petit peu en parallèle du saut à ski. Donc, les grands sauts, du saut en longueur, entre guillemets, avec les skis en V pour les gens qui connaissent moins bien le saut à ski. Et puis doucement, j'ai rebifurqué, entre guillemets, vers le freeride. Et c'est un petit peu un mix de tout ça. On avait la technique pure du ski avec le ski alpin. On avait le vol et cette manière, d'une certaine manière, de s'élancer que j'avais eu en saut. Et quand tu mixes les deux, tu finis un papa guide de haute montagne aussi, quand même. Et tu finis sur les hauteurs à skier des grandes pentes et à sauter des grands cailloux, quoi. C'est un petit peu comme ça que tout ça s'est construit. Alors c'est très simplifié, bien sûr, mais voilà, c'est quand même, ça reste une histoire de petit gars qui a grandi dans les montagnes, passionné par tout ça, par tout ce qui s'y passe, parce qu'on a la chance d'avoir une diversité de sports, de choses à faire qui est dingue. Et puis voilà, quand on mixe un petit peu tout ça, on arrive à cette chouette carrière de skieur. Aujourd'hui, tu sors avec Benoît Prateau un magnifique livre qui s'appelle Latitude neige, longitude mer aux éditions Les Passionnés de bouquins. Je vous le recommande vraiment très chaleureusement. J'ai eu l'occasion de lire plus d'une centaine de biographies. Ma préférée, c'est celle d'André Agassi, Open, qui a été écrite avec J.R. Moringer, qui est prix Pulitzer, et elle vient juste en dessous. Donc c'est dire si j'ai apprécié ce livre. Merci Armelle. Tu lis dans ton bouquin, il y a un ordre en toute chose. Le saut a débarqué par effraction dans mon monde. Tout s'est joué sur un coup de dé. J'ai été assez frappée par ça. Est-ce que tu peux nous raconter justement comment cette discipline, elle est rentrée par effraction dans ta vie? En fait, il y a eu pas mal de choses comme ça qui sont rentrées par... Quand je dirais par effraction, c'est-à-dire que c'est pas moi qui les ai provoquées. En fait, c'est que c'est venu de quelqu'un d'extérieur. Et là, à l'époque, c'était mon ami d'enfance Maxime Belleville, avec qui je faisais du ski, avec qui j'étais en club des sports. Et puis, en discutant avec un autre qui me dit, ah tiens, il y a aux Ouches, ce qui est le bout de la vallée, ce qui paraissait un long voyage, entre guillemets, à l'époque. Il y a un petit club et ils font du saut à ski, c'est sur les tremplins et tout ça. Et donc, c'est comme ça que c'est rentré.
Et en plus que ce sport-là m'ait plu, ainsi de suite. Encore une fois, j'y étais accompagné. On était deux. Je suis pas parti tout seul dans mon truc. Je suis parti avec Maxime et on a fait ça. Et ce qui était assez chouette d'ailleurs pour la petite histoire, c'est qu'avec Maxime, on a continué ensemble. Et donc on a fait nos 10 années le club des sports. On est rentré la même année en équipe de France de saut. Et enfin voilà, on a une carrière commune qui était assez chouette. Et voilà, donc c'est rentré par effraction. Et il y a pas mal de choses dans ma vie qui sont arrivées un petit peu comme ça par effraction, amenées par des belles personnes surtout. Il y a un truc qui m'a sidéré, c'est que c'est entré par effraction, mais c'est quasiment sorti par effraction aussi. Ah. Est-ce que tu peux raconter cet épisode au milieu de la Vallée Blanche avec ton père, le jour où tu dis non? Ouais. En fait, ça fait 5 ans, je crois que sur l'équipe de France, ou 6 ans, quelque chose comme ça. On est en décembre 2003 et ça allait pas hyper fort dans ma tête. Il s'était passé des choses avant avec les Jeux Olympiques. Enfin bref, pas mal de choses. Ça avait été compliqué. J'avais décidé de me remettre en selle, de repartir dans cette vie-là. Et puis en fait, ce jour-là, ça a été l'évidence même que c'était plus mon monde. Je sais pas comment dire. Et donc je me suis retrouvé au milieu de la Vallée Blanche, sur la terrasse du refuge du Requin. Une magnifique journée de poudreuse, dans un décor qui était complètement dingue. Et en fait, sur cette terrasse, mon téléphone sonne. Mon entraîneur m'appelle pour me dire demain on repart dans le Jura pour un entraînement d'une semaine, je sais pas, enfin peu importe. Et en fait, ce entre guillemets, comme par effraction, comme quand c'était rentré, j'en suis sorti de la même manière. Et c'est que là j'ai dit non. En fait là non. Ce que tu me proposes là, j'en veux plus. Je veux construire ma vie ailleurs, différemment, beaucoup plus là où je suis actuellement. Et donc ce qui était fou, c'est que ce coup de fil, il a duré 1 minute 30. Et il a cassé en 1 minute 30 10 ans de vie, de carrière, mais au final pour la bonne cause. Donc j'ai aucun regret sur cette décision. Mais c'est vrai que entre guillemets, j'en suis sorti aussi vite qu'elle est rentrée dans ma vie. Et par contre, elle m'a appris beaucoup de choses, cette carrière quand même. Clairement, elle t'a manifestement beaucoup aidé à construire la suite. La suite, c'est ta carrière de freerider, de skieur freerider. Tu dis dans ton livre quelque chose que je trouve très intéressant. Je me permets de lire le passage. En équipe de France, tout était organisé pour moi, mais pas par moi. Maintenant, je suis dans la vie réelle. Je n'ai pas le choix. Je dois réussir. Tout ce que j'entreprends à cet instant-là doit aboutir au succès. Est-ce que tu dirais que ta clé pour le succès sur cette partie-là de ta carrière, le freeride, ça a été de te mettre dans une position où tu n'avais pas d'autre choix que de réussir? Ouais, d'une certaine manière, mais en fait, le jour où j'ai arrêté le saut à ski, sur cette fameuse terrasse, j'ai quand même arrêté l'école aussi. J'ai un peu tout arrêté. Et je me suis mis tout seul face à l'obligation de réussir. Et en fait, c'était marrant. J'ai eu des années très compliquées scolairement. C'était pas mon monde. Enfin, c'était pas ma manière de faire. C'était compliqué pour moi à vivre. Donc, je me suis retrouvé face à ça. Et c'est vrai que cette phrase, elle est assez juste. C'est que en soi, tout m'était organisé. Je recevais mon planning. J'avais un carnet d'entraînement. Je devais tout noter. Tout était vérifié constamment, en permanence. Je savais à quelle heure on venait me chercher. Je savais même qu'est-ce qu'il fallait que je mange. Donc voilà. Et je me retrouvais du jour au lendemain dans un milieu qui est le freeride, où il y a aucune règle, où il y a aucun support, il y a pas d'entraîneur, il y a pas t'es seul au monde et c'est à toi de créer ta carrière. Et ça, c'était ça me correspondait plus, c'était beaucoup plus passionnant, je pense, d'une certaine manière, ou en tout cas ça c'était ce dont j'avais envie à ce moment-là, cette certaine liberté. Mais par contre, cette rigueur que j'avais connue avant m'a permis d'avoir cette liberté, parce que sans la rigueur, j'aurais jamais pu être au final aussi libre et être capable au final de construire tout ça tout seul. Il y a quelque chose qui me frappe, c'est que quand tu fais du saut à ski, littéralement tu t'élances sur des rails. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de marge de manœuvre, c'est tracé pour toi. Là où dans le freeride, non seulement t'as pas de rails, mais en plus de ça, c'est à toi de définir ta ligne. Donc on passe d'un monde radicalement différent à un autre. Mais c'est aussi un monde où tu dois tout d'un coup t'assumer, peut-être ne pas payer certaines nuits d'hôtel. On apprend que tu es passé par des portes dérobées, t'as dormi dans des garages. C'est ça. Là, tu t'es quand même confronté à la vie, à une certaine réalité de la vie. Ouais, bien sûr, parce qu'au départ, on part avec tous nos plus beaux rêves d'une certaine manière, et tout début de carrière reste un début de carrière, et t'es tout seul pendant un petit moment, et voilà, et de temps en temps, faut pousser les portes de derrière, faut se débrouiller. Donc c'est sûr qu'on n'est pas arrivé dans ce monde-là avec tout n'était pas fait, quoi, tout était à construire en fait.
Et oui, et au début tu veux construire vite, et puis des fois t'as un peu des galères, voilà, qui n'étaient pas des galères très très graves, hein. Mais c'était passionnant, c'était la vie, quoi. C'était la vie à 200%, parce qu'il fallait se débrouiller en permanence. Et encore, j'ai eu beaucoup de chance, c'est que moi ces années galères, elles ont pas duré très longtemps, parce que j'ai quand même eu la chance que ça performe assez vite. Et donc de pouvoir très vite me retrouver dans des conditions. Mais c'est vrai que cette première année, quand tu sors d'un monde où on vient te chercher, où on t'emmène, où tu as ton revenu, où tu vas dans tel hôtel, enfin tu vois, où ta vie est réglée comme sur un papier à musique, il y a 2-3 fois où tu te dis j'ai peut-être fait une petite bêtise l'année dernière là. J'ai dit effectivement il faisait beau, la neige était bonne, mais j'ai peut-être pris des risques qui étaient pas complètement considérés, mais en même temps ça a été un peu toute ma vie. Enfin, si on va parler de risques justement, mais ils sont considérés et en même temps, je sais pas comment dire. Il y a des envies qui ont été beaucoup plus fortes que des raisons, on va dire. Alors, t'es titré champion du monde à plusieurs reprises parce que il s'agissait pas juste de se rassurer, il fallait quelque part t'auto-convaincre que tu le méritais. Voilà, confirmer, valider. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment t'as glissé vers des murs de neige, on va dire d'eau solide, vers des murs d'eau liquide? Eh ben, ça a été un petit peu pareil. Encore une fois, une magnifique rencontre qui est partie de la montagne. C'est une attachée de presse à l'époque qui s'appelle Virginie Boucher qui est venue me rencontrer à la finale du championnat du monde de freeride aux Arcs parce qu'elle s'occupait de la station des Arcs. Et elle me dit, tiens, l'été, je m'occupe aussi d'une équipe de bateaux et on cherche un parrain pour un de nos skippers qui part traverser l'Atlantique en solitaire dans 2 ans et on cherche un parrain pour toute sa préparation. Moi, je connais le bateau ni d'Ève ni d'Adam, globalement. Enfin, la course au large, pas du tout. Et donc, j'accepte de faire ça. Je pars en Bretagne à l'époque, c'était au Sable d'Olonne, la première fois que je rencontre Adrien. Et je découvre ce bonhomme, ce monde, son bateau, qui était quand même extrêmement particulier. C'est un bateau qu'il avait fait lui, qui était bricolé. Adrien, c'est un géo-trouve-tout incroyable, une espèce de bricoleur. Et en fait, quand tu ne viens pas de ce monde de la course au large et que tu le découvres, c'est vraiment très impressionnant. Il partait traverser l'Atlantique sur un bateau de 6,50 m. Je l'ai vraiment pris au début pour un illuminé complet, pour être très franc, parce que c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Enfin, c'était quand même un vrai personnage. Et en fait, on s'est bien entendu. Il m'a emmené naviguer 1 ou 2 fois. C'est pas pour ça que j'ai chopé la passion de la voile du tout. Mais en fait, pendant 2 ans, j'ai suivi tout son parcours. Et petit à petit, il m'a fait aussi rencontrer des gens du monde, des amis à lui tout simplement, hein. Et donc d'un coup, la mer rentre dans ta vie, les récits rentrent dans ta vie, des histoires. Et puis Adrien, pendant cette fameuse course, la Mini Transat qu'il préparait, lui arrivait une histoire complètement improbable. C'était une transat sans communication. Et donc on pouvait juste suivre son bateau sur une cartographie comme on peut le faire aujourd'hui sur le Vendée Globe. Par contre, il n'y a pas d'ordinateur à bord, le téléphone est interdit, donc t'as 0 nouvelle. Et là, on voit son bateau, il est en tête de la course, on voit son bateau au milieu du poteau noir qui est arrêté. Et ça dure 48 heures. Personne ne sait si tout va bien. Alors, on sait qu'il va bien parce qu'on a une balise à bord de détresse sur lequel on peut taper le bouton « J'ai un problème, mais tout va bien ». Donc, il avait fait ça. 2 jours après, il repart en 20e position et il revient en 5e position. Il arrive au Brésil avec son bateau, son mât. On voit qu'il y a des trucs qui manquent. Et là, il nous raconte qu'il a dématé. Et c'est difficile à croire quand tu le vois arriver avec un mât sur le bateau, quoi. Et pourtant, c'est ce qu'il a fait. Et là, il a montré les vidéos. Et il a passé 48 heures, son mât est tombé, mais son mât ne s'est pas cassé. Il a tout démonté les autres choses pour essayer de réparer. Enfin bref, une histoire complètement dingue. Et c'est cette histoire-là qui m'a décidé. Quand tu vois sa vidéo, quand tu vois l'état, quand il te raconte le truc, tu te dis, mais moi aussi, est-ce que par hasard, je serais capable de faire ça? J'en sais rien, mais il se passe un truc. Comment ce mec a pu avoir l'idée, ne serait-ce que de le réparer? Enfin, tu vois, qu'est-ce qu'ils vont chercher là-bas? Parce qu'au début, tu le prends pour un cintré, mais tu t'aperçois vite qu'ils sont quand même 80 au départ. Donc, tu te dis, ils sont pas tous... Et donc, doucement, cette idée m'est venue en tête. Et puis, après ce fameux titre en 2009 de champion du monde, Adrien m'a appelé. Il m'a dit, tu sais qu'avec ta prime, tu peux t'acheter un bateau. Et donc, avec la prime, j'ai acheté un bateau. Évoque la galère. Juste pour préciser pour les gens qui sont pas familiarisés avec le milieu de la course, la Mini Transat, c'est donc une traversée de l'Atlantique, mais sur des mini bateaux, donc 50. Alors c'est mini bateaux, donc mini équipement, mais maxi problème quand même quand on s'y risque. Il y a que la taille du bateau qui est mini. Après, l'expérience qu'il faut doit être énorme et ça a été le début d'une jolie galère, quoi. D'une jolie galère parce que tu passes d'un monde où, comme je dis, j'ai acheté le bateau fin 2009, on l'a mis à l'eau en 2010 à Lorient.
Mais moi, j'ai jamais tiré un bord. Et c'est des bateaux, il n'y a pas de moteur. Donc, tu imagines, c'est des espèces de luges de 6,50 m. Donc, tu dois sortir et rentrer du port à la voile. Et quand t'as jamais fait de bateau, c'est même pas possible. Et donc, la première semaine, mon bateau était à l'eau. Adrien était en course. Et en fait, je pouvais même pas aller naviguer. Je pouvais même pas sortir du port. Jusqu'à que je croise un ami d'Adrien sur les pontons et je lui dis, si tu veux pas m'emmener, et qui m'a emmené, ce fameux David Sino, dont on reparlera sûrement. Et voilà, donc après, ça a été une galère parce qu'en fait, d'un coup, tu te retrouves, ouais, comme je disais, d'un monde où globalement tout déroule, hein, t'es champion du monde, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil et tout va bien. Ah, tu déménages à 1000 km de chez toi, tu connais personne, t'es clairement le plus nul, tu vois. Et là, faut s'accrocher parce qu'en fait, tu t'es mis un espèce de défi de traverser l'Atlantique l'année d'après, mais pour l'instant, t'es même pas capable de sortir du port. Donc il y a un peu de taf. Et ça a été 2 années complètement folles de doutes parce que au début, je me voyais pas du tout y arriver. Et en même temps, j'ai appris un nombre de choses. J'ai rencontré un nombre de personnes complètement hallucinantes qui ont été extraordinaires avec moi, qui m'ont pas pris. Enfin, si, ils ont sûrement dû me prendre pour un huluberlu, mais je sais pas pourquoi. Ils m'ont dit, oui, ça va le faire. On va t'aider, ça va le faire, tu vois. Et ça, c'était assez dingue. Et c'est vrai que l'accueil que j'ai eu en Bretagne, il a été fou. Et sans toutes ces rencontres, sans ces gens-là, sans qu'ils m'ouvrent leurs portes de leur monde, jamais j'aurais été capable parce qu'ils m'ont fait gagner un temps incroyable, quoi. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te motive dans les moments difficiles ? Qu'est-ce qui te fait tenir finalement ? Je crois que ce qui me plaît le plus, c'est d'apprendre. Que ça soit en mer, parce que les moments difficiles, on apprend beaucoup de choses, ils sont très durs. On t'apprend de manière un petit peu masochiste, d'une certaine manière, mais t'apprends beaucoup de choses. Et en tout cas, c'est toujours ce qui m'a motivé dans les sports et même dans la vie en général, c'est d'apprendre au quotidien, en fait, de développer des choses pour continuer à apprendre, pour continuer d'avancer. Et c'est vraiment ça, je crois, qui me motive dans la vie. Et en général, c'est de pas rester sur mes lauriers, quitte à faire des bêtises, quitte à avoir des idées un peu farfelues des fois, mais c'est ce qui me plaît, c'est d'avancer. Et il y a plein de fois on avance dans la mauvaise direction, mais par contre il y a plein de fois on avance dans la bonne. Et je crois que c'est ça qui m'éclate. C'est quoi pour toi le risque ? Quelle définition tu en donnerais ? C'est une question qui est très difficile, parce que le risque, le mot, il fait vachement peur, je trouve. Et puis, dans les métiers que j'ai fait, dans les métiers que je fais encore aujourd'hui, on parle de ça tout le temps. Enfin, assez régulièrement. Mais avec tous les risques que tu prends, et ainsi de suite. Et d'une certaine manière, j'ai pas vraiment l'impression d'en prendre beaucoup. Ce qui peut paraître paradoxal. Pour moi, le risque, c'est une échelle en fonction de quelque chose. Si moi, demain, je décide d'arrêter le ski pour aller travailler dans la finance, là, j'ai vraiment l'impression de prendre un risque. Mais vraiment. Parce que c'est pas mon métier, parce que c'est pas mon ADN, parce que je ressens pas les choses. Et alors qu'en montagne ou en mer, je ressens beaucoup plus les choses. Et donc, en fait, ces limites de risque, je les vois, je sais où elles sont, je les comprends. Et c'est ça qui est hyper important pour moi dans le risque, c'est d'être capable de le quantifier, de le voir, de l'identifier. Et à partir de là, tu t'aperçois que tu arrives à faire autour et à en prendre moins. Alors forcément, il y a des moments où il y a des petites prises de risque supplémentaires, où il y a des petites choses que tu sens plus que qui viennent, je sais pas comment dire, qui viennent prendre le pas d'une certaine manière sur la raison. Mais c'est parce que ça va tellement bien, parce que tu t'es tellement en harmonie que voilà. Mais donc c'est pour ça que dans toute ma vie, oui, on peut pas dire que j'ai pas pris de risques. C'est impossible. Mais je pense d'une certaine manière avoir réussi à prendre des risques assez maîtrisés. Et en tout cas, je me suis jamais retrouvé dans la situation où le mot risque me faisait peur. Et ça, c'est vraiment un truc que j'essaye de faire et de maintenir. C'est que si j'ai peur, j'irai jamais. Si j'ai peur, je réfléchirai avant à trouver les solutions, comment enlever mes peurs. Parce que si j'ai des peurs, c'est que j'ai des doutes. Si j'ai des doutes, il y a forcément un risque. Et ça, je supporte pas. Alors, ça paraît... Parce que quand tu regardes sur Internet, tu tapes YouTube, voilà, du gros, tu te dis, lui, il prend des risques inconsidérés, quoi, énormes. Alors que, d'une certaine manière, j'ai pas eu tant cette impression. Et le moment où ça a été presque le plus vrai, c'est la naissance de mon fils. Mon fils est né en 2008. Donc à l'époque, je suis un jeune freerider, j'ai pas encore été titré, je me bats pour ça. Et tout le monde autour de moi, que ce soit ma famille très proche, mes parents, mes grands-parents, particulièrement mes grands-parents d'ailleurs, qui me disaient, ma grand-mère me disait, bon, quand est-ce que c'est bon, maintenant t'arrêtes tes conneries, tu vas être papa, c'est fini les risques. Et pendant toute la grossesse, mon fils est né en septembre, donc c'était plutôt sur la période estivale, donc plutôt dans la période de creux où de toute façon t'es pas dedans, entre guillemets.
je me suis dit comment je vais réagir. Ça se trouve, mon fils va naître et d'un coup, ça va faire clic dans ma tête et il faudra plus que je prenne. J'étais un peu perdu. Cette question m'a vraiment m'a perturbé pas mal. Et au final, j'en ai pas pris moins. Et au final, tu gagnes. Non, ouais, au final, je gagne. Et au final, c'est là où tout se déclenche, entre guillemets. C'est là où tout se libère. Peut-être encore plus qui je suis parce que je cherche plus à être quelqu'un d'autre. Je suis qui je suis papa. Enfin, tu vois, c'est ma vie à moi. Et j'ai l'impression de reprendre même si je l'avais pas perdu, c'est pas ça, mais ça m'a amené le truc en plus qui met le moteur. Et donc voilà. Et c'est là où je me suis dit, en fait, je prenais pas plus de risques qu'avant. Je veux dire, c'est pas parce que je suis papa que je veux prendre moins de risques. Enfin, c'est parce que j'ai pas l'impression. Enfin, tu vois, je tiens à la vie comme. Enfin voilà, j'ai jamais été un foufou quoi, du tout. Et je faisais les choses hyper consciemment, hyper prudemment, même si ça paraît complètement fou. Donc, mais c'est vrai que ce moment-là, il était assez truc. Et au final, j'ai dit, bah non, c'est ma vie, c'est ma prise de risque, mais on a peut-être un niveau de prise de risque dans la vie qui est là, et si je suis capable de le prendre en ski, c'est parce qu'en fait, je m'entraîne depuis que j'ai 3 ans, et qu'au final, bah, petit à petit, bah, forcément, les barres techniques, physiques, psychologiques aussi, elles augmentent en même temps. Donc, on a pu pousser peut-être le truc assez haut, c'est vrai, mais j'aurais beaucoup plus l'impression de prendre des risques si, encore une fois, je le disais, si je postulais dans un bureau pour travailler, quoi. Là, pour moi, ça serait une vraie grosse prise de risque parce que je pense que je saurais pas comment l'appréhender et le vivre. Voilà. J'allais justement te demander, est-ce que pour toi, c'est plus risqué de t'élancer en Russie en te faisant un garrot sur 2 jambes au sommet au départ, d'une course parce que tu t'es déchiré les quadris, je crois, enfin le quadriceps. Quadriceps, ouais. Ou est-ce que c'est prendre le départ d'une traversée en solitaire à la voile, ou est-ce que c'est créer MAD, ta société qui fait des skis, très très beaux skis, ou autre chose encore? Qu'est-ce qui est pour toi le plus risqué? Le plus risqué, je sais pas. Ah, je pense que là, dans les 3 exemples cités, je dirais que le plus risqué, c'était peut-être de skier avec un quadriceps cassé, quoi. Ça, c'était un peu... C'était bold, tu peux le dire quand même. C'était peut-être un peu pousser le bouchon. C'était un petit peu borderline, clairement. Mais en fait, à ce moment-là, je voyais pas d'autre solution. Et je pensais le truc jouable. Je sais pas comment. Et en tout cas, je voulais le tenter, quoi. C'est-à-dire que carrément, si au bout de 2 virages ça le faisait pas, bon, au bout de 2 virages ça le faisait pas, et au final on a bien fait de le faire parce que ça a fonctionné et qu'on termine sur le podium de cette course qui était complètement improbable parce que l'idée c'était de faire quelques points histoire de pas tout gâcher et de pouvoir rester en lice pour le championnat du monde qui arrivait 1 mois après pour la finale du championnat du monde. Et au final ça s'est beaucoup mieux passé que prévu, mais ça c'est vrai que c'était pour le coup une vraie prise de risque parce que là c'était un peu mon intégrité physique d'une certaine manière. Je pouvais prendre le risque de casser de l'autre côté. Enfin voilà, le médecin il m'a dit mais là ça sent la connerie quoi. Et c'est pour ça qu'il m'a fait des garrots des 2 côtés parce qu'il m'a dit mais en fait tu vas tellement forcer sur l'autre que tu vas péter l'autre. Donc bon bref, donc c'était assez ça je pense c'était un peu mais dans le moment, moi j'avais pas du tout l'impression de prendre de risques au final. Et après on avait travaillé, je faisais pas la même chose, on avait retravaillé une ligne où je partais d'un côté, je finissais de l'autre côté de la face pour faire que du virage pied gauche parce que le pied droit j'y arrivais pas. Enfin voilà, donc c'était assez rigolo. Et après non, pour le reste, oui c'est lancé sur une transat en solo, c'est chaud. En mini aussi c'était chaud quand même. La première c'était quand même. Non en fait c'est ça le pire parce que le ski c'était mon truc, je le maîtrisais. Ma première transat en solitaire en 2011, la mini. Bon là quand même je pars dans un truc, ça j'ai le maximum que j'ai fait en mer c'est 48 heures et là je pars traverser l'Atlantique et là pour le coup, je sais pas où je vais. Mais en même temps, je pars en me disant je pars pour apprendre quoi. Je pars pas pour gagner, je pars pas pour faire une performance, je pars pas pour absolument aller de l'autre côté d'une certaine manière. Je pars pour apprendre et il y a un moment faut oser lâcher le truc et puis si dans 3 jours ça va pas, dans 3 jours j'arrête quoi, tu vois. Donc voilà, donc d'une certaine manière le truc paraît hyper risqué, mais quand c'est toujours pareil, ça dépend de la manière dont tu le fais. Et MAD oui, MAD c'est fabuleux. En fait, MAD c'est arrivé parce qu'en fait, je me suis retrouvé en 2020 en plein Covid à fabriquer un bateau, à développer et à fabriquer un bateau. Et ce qui était une aventure juste extraordinaire. 2020-2021. Et hiver 2021, on peut refaire un petit peu du ski. Enfin, on était en voyage, on rentrait d'un voyage en Corse magnifique avec Eric Gachet, avec qui j'ai fondé MAD, qui est guide, caméraman, photographe. Et sur la route, Eric me dit, bon, et qu'est-ce que tu veux faire après? Et à ce moment-là, je suis en train de construire un bateau. Et je me dis, c'est quand même
Et je lui dis, bah, enfin, tu vois, tu sais pas trop, tu sais, la discussion un peu de route, quoi, hein, voilà, qui est pas forcément à prendre au pied et à la lettre. Et je lui dis, écoute, c'est quand même trop con pour un skieur de construire un bateau et j'avoir jamais construit ses skis. Et donc je lui dis, j'aimerais, ça me ferait marrer. Et Eric, 2 mois après, m'a envoyé un selfie de lui en me disant, avec une légende marquée, je suis prêt. Et on voyait sa belle gueule d'ours suisse là, avec une presse qu'il avait construite en bois dans son dans son garage. Et voilà comment Mad a démarré. Et voilà, au début c'était pour nous, et puis après, on était fiers de ce qu'on avait réussi à faire. Et donc on s'est dit, il y a pas de raison que ce soit que pour nous, et on va le proposer, doucement aux gens. Donc voilà, donc je sais pas si c'est risqué parce que c'est surtout un immense plaisir. Et Eric a fait un travail juste complètement dément sur le truc et nous a sorti des skis qui sont juste splendides, quoi. D'ailleurs, j'y retourne demain parce qu'on est un petit peu à la bourre pour Noël. Alors, si tu regardes l'intégralité de ton parcours, selon toi, quelle a été ta plus grosse erreur et surtout, qu'est-ce que tu en retiens? Ma plus grosse erreur, c'est d'avoir arrêté l'école. Ça paraît bizarre, hein. J'ai détesté l'école toute ma vie à un point qui était dingue. Et il y a un truc que j'ai regretté, mais c'est pas 1 an après, c'est pas 2 ans après, c'est quasiment immédiatement, c'est d'avoir arrêté l'école. C'était hyper étrange, alors que j'étais à un point de détestation assez violent. Et du moment où j'ai pris la décision d'arrêter, j'ai dit là t'as décidé la plus grosse connerie de ta vie. T'as fait alors ça a peut-être pris 6 mois, hein, je dirais pas, mais parce qu'en fait d'un coup tu te lances dans la vie sans aucun filet. Et après j'avais 2 solutions. Bon, une fois que t'as arrêté, hein, c'est quand même compliqué de repartir. Et en plus de ça, au-delà de ça, je savais pas par où recommencer d'une certaine manière. Et parce qu'au final, j'avais arrêté bien avant. Et en fait, j'ai eu la chance que ça me mette un joli coup de pied au derrière et que ça me motive pour construire les choses correctement. En tout cas, d'en avoir toujours conscience que j'avais pas forcément de seconde chance ou de background ou d'autres cartes à jouer ailleurs. Donc voilà, maintenant avec le temps, les choses sont différentes, mais je pense que c'est ça. Enfin, en tout cas là, comme ça, ce qui me vient là tout de suite, c'est peut-être la plus grosse erreur que j'ai fait. Après, j'en ai sûrement fait plein d'autres, mais voilà. Et à contrario, quelles ont été pour toi tes plus grandes satisfactions ou tes plus grands accomplissements, ce dont tu es le plus fier? De ma famille, parce que je suis hyper fier de ma famille, qui est fabuleuse, qui s'est construite au milieu d'une vie quand même un peu rock'n'roll, qui part dans tous les sens, mais qui est extraordinaire. Donc ça, c'est le number one. Il y a plein de trucs, donc je suis quand même hyper content. Forcément, le premier titre de champion du monde, c'était vraiment un rêve d'enfant. Moi, j'ai eu un vrai déclic dans la vie qui était les Jeux Olympiques d'Albertville en 92, parce que c'est les premiers Jeux que j'ai suivis, j'avais 10 ans, et en fait, cette magie olympique que je n'ai jamais touchée au final m'a transporté, et j'ai vu cet été, je voyais dans les yeux de mes enfants les Jeux de Paris qu'ils ont suivis avec énormément d'attention. Je trouvais ça assez extraordinaire et je me revoyais un petit peu à cet âge-là. Voilà, et donc c'est vrai que cette envie d'être champion, de réussir une grande chose, d'aller au bout d'un truc en fait, c'est ça, je pense, qui est encore plus beau que dans le titre, c'est de réussir à aller au sommet entre guillemets c'est une expression, mais de son art, en tout cas d'être allé jusqu'au top, tu vois, comme ça peut être dans une société, ça peut être dans la vie de tous les jours, mais je veux dire là je vais avoir du mal à faire beaucoup mieux, quoi. Et voilà, donc forcément mon premier treat était extraordinaire. Le deuxième, je crois que je l'ai encore plus savouré que le premier, parce que le premier, j'ai l'impression de l'avoir volé, alors que pas du tout. Mais je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu un peu ce truc-là de confirmation. Je veux dire, je veux pas qu'on puisse dire que c'était un coup de bol, quoi. Tu vois. Donc voilà. Donc non, il y a plein de trucs qui ont été géniaux. Ce parcours en voile, il est quand même marrant et génial. Il est pas toujours facile parce que on n'a pas que des réussites, loin de là. Mais voilà, je suis hyper fier d'avoir réussi à développer et à construire un bateau. Enfin, c'était quand même complètement improbable, malgré 10 ans de voile. Enfin, je suis pas né là-dedans, je suis pas tout ça, voilà. Donc tout ça c'est chouette et je m'accroche à ça pour tous les moments difficiles pour se rappeler que voilà, que les efforts, et parce que tous ces projets-là, c'est des projets fabuleux et on voit que le fabuleux forcément. Mais ça demande une énergie, une implication qui est folle, et que des titres de champion du monde, il y en a eu 2 sur 15 ans, hein. Me battre et d'arriver à peu près à faire ce que vraiment j'ai envie de faire. Et ça, c'est une chance extraordinaire, j'en suis hyper conscient. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné, et est-ce que tu te souviens qui te l'a donné?
Le meilleur conseil qu'on m'ait donné. Oh, j'en ai parlé dans le livre ou pas? Je sais plus. Non, je crois pas. Si tu me poses la question, moi, par rapport à la lecture de ton livre, je dirais que c'est pas tant un conseil qu'une attitude, qui est l'attitude de ton père, qui est. Alors, je veux pas trop révéler pour que les lecteurs aient quand même du suspense, mais C'est vrai que tu vois quand tu me disais ça, qui est le meilleur conseil, je me rappelle d'une situation, un peu de conflit avec mon père à un moment donné à l'adolescence, où en fait, pour lui, j'étais en équipe de France, machin, donc tout était hyper strict, mais au final, t'es complètement à côté de la vie réelle, donc la vie de tes amis, la vie de tout ça. Et il y avait plein de moments où c'était dur, parce que j'ai toujours eu mes amis proches, et c'est toujours vrai maintenant, sont pas du tout dans ma vie sportive et professionnelle. C'est pourquoi, comment, je sais pas, il s'est trouvé que mes amis, ils sont complètement normaux. Et ils viennent justement tout ça, mais parce que je pense que j'ai besoin de cet équilibre, justement pour peut-être aussi pour rester les pieds, enfin peu importe, je sais pas, mais en tout cas voilà. Et donc forcément t'avais à 16 ans, à 17 ans, t'as envie de vivre leur vie quoi. Ils étaient à la fac, machin, ils faisaient la teuf tous les week-ends, des trucs que j'avais. Et mon père s'obstinait à me dire, tu as choisi ce chemin qui est fabuleux, donc je suis très fier, mais ça c'est leur vie à eux. Ils ont décidé de faire des études et de faire des soirées étudiantes et enfin tu vois entre guillemets, toi t'as choisi de faire l'équipe de France de saut à ski et de devenir un sportif de haut niveau. Et donc il m'a dit sous-entendu, parce que mon père c'était beaucoup des sous-entendus quand même. Ça parlait pas beaucoup, mais en gros c'était tu t'es mis dans un truc, va au bout du truc, va à fond dans ton truc et fais en sorte de pas avoir le regret entre guillemets d'avoir raté un truc à un moment, pas pour une soirée à la con entre guillemets, mais pour voilà, c'est-à-dire n'oublie pas tes objectifs et tes envies profondes en fait. Donc voilà, parce que forcément à l'adolescence et puis même un peu dans la vie, on veut ressembler à tout le monde. On veut avoir la vie de tout le monde qui déroule et qui est simple et tout ça. Et c'est vrai que pour ça, je pense que sans me le dire, parce que mon père il le disait pas, mais il fallait le comprendre, mais il te le faisait sentir que suis le chemin que t'as choisi en fait. C'est le tien, crée ta vie. Et ça quand même, voilà, c'est un peu ce que j'essaie d'insuffler à mes enfants, c'est-à-dire ne cherchez pas la vie d'un autre, créez votre vie à vous. Avec vos sentiments, vos ressentis, vos envies, vos besoins, vos choses. Vous êtes unique et alors créez-vous une vie unique, quoi. Voilà. Et toi, justement, quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui aimerait se lancer comme ça dans une carrière sportive, quel que soit le type de sport d'ailleurs? Que déjà, il faut y croire parce que toutes les carrières sont hyper difficiles, que personne n'a plus de capacité qu'un autre, que chacun a ses points forts et ses points faibles. Tu vois, que ce soit physique, mental, enfin peu importe, et qu'il faut oser. Et par contre derrière, voilà, il faut s'y accrocher parce que c'est des vies où il y a des moments extraordinairement forts de victoire, tout ça, mais il y a beaucoup plus de moments où c'est pas drôle, où c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup d'entraînement, beaucoup d'échecs entre guillemets. C'est aussi pour ça que les grands moments et les grandes réussites sont très très fortes. Et voilà, donc non, je pense que il faut croire en ses rêves, il faut croire en soi. Alors je sais que c'est hyper dur de dire ça, mais quand je dis croire en soi, c'est qui on est, c'est qu'on n'est pas moins bien qu'un autre, on n'est pas, tu vois, il y a des, je suis vachement pour dire aux gens, j'ai pas le physique pour, mais il y a pas de physique pour. Tu le prends dans n'importe quel sport, il y a des exemples de tout physique. Je veux dire, je me suis beaucoup battu pour ça aussi quand j'étais en équipe de France cette histoire de moule, elle est super, mais en fait, si je rentre pas complètement dans le moule, mais ça fonctionne quand même, il y a peut-être moyen de trucs, et ça, j'avais beaucoup de mal avec ça. Donc voilà, être capable de s'exprimer sur qui on est réellement. Voilà, c'est tout ça, et puis après, bien s'entourer de personnes. On a besoin d'être entouré. C'est des sports, enfin, peu importe la carrière, peu importe les sports, il y en a où il y a vraiment besoin de staff, d'autres un petit peu moins. Mais au final, moi qui ai fait d'une certaine manière des sports très solitaires, où dans l'idée, tu peux voir pas grand monde. Voilà, quand j'ai fait du freeride pendant 15 ans sans entraîneur. Par contre, j'avais d'autres personnes à côté, dont Nathanaël, avec qui je travaille depuis 2004. Enfin, tu vois, c'est des gens qui sont là depuis toujours à mes côtés, avec qui je partage des choses que je n'oserais jamais partager avec personne. On parle de Nathanaël Frénois, à qui on fait un grand coucou d'ailleurs. Ouais, exactement. Comment tu vois les choses pour les 10 prochaines années pour toi? Moi je sais jamais, hein. je sais pas ce qui marchera pas. J'ai encore plein de rêves, plein de choses à faire, plein de choses qui me donnent envie, plein de choses à apprendre, et donc ça c'est chouette, ça me rassure vachement d'avoir toujours envie d'apprendre et d'avancer.
Donc voilà, j'ai encore de belles années en voile. J'ai commencé très tard, donc je vais pouvoir finir un peu plus tard. Voilà, il faut encore que je progresse et que j'apprenne. Donc non, je rêve de plein de choses en voile, principalement parce que c'est l'actualité, parce que d'une certaine manière pour moi c'est un début, même si ça fait une grosse dizaine d'années maintenant. Globalement, j'ai commencé la voile à 30 ans, quoi. Donc c'est plutôt tard, quoi, pour commencer un sport. Voilà, donc non, je rêve de tour du monde, il se passe en ce moment un Vendée Globe juste passionnant, où j'ai plein d'amis qui y sont, et forcément, ils me font énormément rêver. Donc voilà, je rêve de ça, et en contrebalancé, des fois, je rêve de passer un peu plus de temps en famille. Tu vois. Donc, des fois, je suis un peu perdu dans mes trucs, donc ça va dépendre des jours, mais non, je rêve de continuer à écrire cette vie, comme je l'imagine, mais aussi comme elle vient, parce qu'au final, il y a plein de choses que j'aurais pas pu imaginer dans cette vie et qui se sont passées. Donc, j'ai des plans, et en même temps, ces plans, ils peuvent bouger du jour au lendemain, suivant comment. Enfin, je me connais, quoi. Je sais que mettre un plan à 10 ans, c'est pas possible. Donc voilà. Donc, j'ai des idées, j'ai des envies. Mais les opportunités, voilà, si demain je croise, je sais pas qui, je sais pas d'ailleurs. Donc, je sais pas. Alors, si tu ne sais pas pour les 10 prochaines années, qu'est-ce que tu sais avec une absolue certitude? Qu'est-ce que je sais avec une absolue certitude? Que ce que je ferai, je le ferai à fond. Ça, je sais que je sais pas faire autrement, que je le ferai à fond et voire plus qu'à fond. Voilà. Alors, c'est ma dernière question. Quelle est justement la question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée? Ça, c'est une très bonne question, mais je vais trouver. Quel est ton rêve, en fait, je dirais. Et si tu me posais cette question, je te dirais que je sais pas trop y répondre. parce que chaque fois qu'il y en a un qui me vient, j'ai qu'une envie, c'est de le vivre. Et au final, c'est au-delà d'une question pour moi, et c'est un petit peu ça, c'est que demain, je vais avoir un rêve de Vendée Globe. Et donc là, je vais mettre tout en place pour y être au départ du prochain 2028. Je sais pas si j'y arriverai, parce que ça dépend pas que de moi, malheureusement. Voilà, les projets, des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas. Mais je rebondirai sur un autre. Et ce que je dis souvent, en tout cas, ce que je pense être vrai, c'est que pour moi, les rêves sont faits pour être réalisés. Un rêve, ça doit pas rester dans une boîte, ça doit pas rester dans une tête, parce que ça se transforme vite en frustration. Et donc les rêves, faut essayer d'y arriver. Des fois, on n'y arrive pas, hein. C'est là, tu vois, moi, mon rêve, je suis pas du tout sûr d'y arriver la prochaine fois. Maintenant, je vais tout faire pour, et puis on verra bien. Merci beaucoup Aurélien Ducrot, skieur, skipper, entrepreneur, auteur et bien d'autres choses encore, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Voici les 4 points clés à retenir de cet entretien. Le premier, c'est que quand c'est difficile, rappelez-vous que ce n'est qu'une phase d'apprentissage. Le second, c'est que prendre un risque, c'est accepter d'aller mordre la ligne jaune, mais sans jamais la dépasser. Le troisième point, c'est un peu une sorte de conseil. Vivez votre vie à fond. N'oubliez pas vos envies profondes. Suivez votre chemin. N'essayez pas de suivre les traces d'un autre. Et c'est aussi vrai en montagne, particulièrement en freeride. C'est toujours dangereux d'aller suivre les traces des autres. Et enfin, le dernier point, c'est une phrase extraite de ton livre qui est une question en fait. La crainte ne naît-elle pas de ce qui nous échappe? Merci à tous d'avoir écouté Outdoor Minds. Cet épisode vous a plu? Je vous invite à le partager autour de vous et à me soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela m'aidera beaucoup pour faire connaître ce podcast et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouvelles personnalités inspirantes? Alors je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très vite sur Outdoor Minds.